Bonjour, bienvenue à cette rencontre de transfert des connaissances organisée par le Fonds de recherche du Québec dans le cadre de la Journée du numérique en éducation. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Je vous souhaite la bienvenue. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. Cette rencontre qui nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de trois recherches-actions menées dans le cadre du programme de recherche-action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur, puis le programme aussi qui a été adapté dans le contexte pandémique. Nous entendrons tour à tour Stéphane Villeneuve de l'UQAM, Pascal Morin de l'Université de Sherbrooke et Alexandre Lannoy de l'Université de Montréal nous présenter les grandes lignes de leur recherche. La rencontre se terminera à 12h20 et nous aurons un 15 minutes de pause pour recharger nos batteries un peu vers 11h20. Avant tout, je préciserai que ces trois recherches-actions ont pu être réalisées grâce à un partenariat très précieux au Fonds de recherche du Québec avec le ministère de l'Éducation. C'est un partenariat qui dure depuis maintenant plus de 20 ans et nous remercions chaleureusement le MEQ pour son implication active dans le soutien de la recherche, puis aussi pour sa reconnaissance, il faut le dire, de l'importance de ces recherches pour éclairer les décisions, les stratégies et les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Nous les remercions également de leur confiance et de nous accueillir cette année dans le cadre de la Journée du numérique en éducation. Il faut savoir que les programmes des actions concertées sont entièrement financés par des partenaires, donc ici le MEQ, qui vont définir les objectifs, les besoins de recherche. Le fonds de recherche est quant à lui responsable de la gestion du programme, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Le principal objectif du programme de recherche-action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur est de développer les connaissances sur les usages du numérique les plus susceptibles de favoriser la réussite éducative à tous les ordres d'enseignement afin de soutenir le développement et le maintien de la compétence numérique tout au long de la vie. C'est d'ailleurs avec brio que les équipes ont répondu à cet objectif, ce que vous pourrez constater dans quelques instants en écoutant leur présentation ou encore en consultant leur rapport de recherche qui est accessible sur le site Web du Fonds de recherche du Québec. Donc, vous êtes plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter des trois projets. Vous provenez de milieux diversifiés, ce qui va être très stimulant et qui promet une période d'échange assez riche. Pour ce qui est du déroulement de la séance, donc chaque équipe aura 25 minutes de parole. Nous les entendrons tour à tour et après chaque présentation, vous aurez 10 minutes pour poser vos questions. Ces questions seront à inscrire dans la boîte de discussion que vous voyez tout au bas de l'écran. C'est normal, vos caméras, vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour une rediffusion sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Cela dit, je vous invite tout de même à rester avec nous jusqu'à la toute fin puisque la période de questions ne sera pas enregistrée, ne sera pas rediffusée. Donc, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'Audrey Gontier, conseillère en recherche à la direction des politiques, de la prospective, de la veille et de la recherche au ministère de l'Éducation du Québec, qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice. Elle pourra ainsi relayer vos questions à l'équipe invitée et sera un peu comme votre voix. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne seront pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran. Je suis également accompagnée de ma collègue Samia Garba qui est responsable des aspects plus logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra donc vous aider avec tout éventuel problème technique, puis je la remercie de veiller sur nous ainsi.
Je ne m'attarderai pas davantage puisque vraiment nous voulons entendre, nous voulons donner toute la place aux équipes de recherche. Donc, sans plus tarder, je vous présenterai Stéphane Villeneuve qui nous présentera quant à lui son projet de recherche-action s'intitulant Quand la citoyenneté à l'ère du numérique s'invite à l'école, identification et évaluation de pratiques pour favoriser une utilisation éthique, responsable et réfléchie du numérique. Donc, Stéphane Villeneuve est professeur à l'Université du Québec à Montréal depuis 2012. Il se spécialise dans l'intégration du numérique en milieu scolaire. Il est aussi directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université du Québec et directeur du programme cours sur l'intégration du numérique en milieu scolaire pour le personnel enseignant du Québec à l'UQAM. Son expertise porte sur la prévention de la cyberintimidation en milieu de travail, dont l'éducation et le journalisme. Monsieur Villeneuve a également été récipiendaire du prix Ensemble contre l'intimidation, catégorie individu en 2022. Donc, c'était un prix du ministère de la Famille. Puis, il est membre au sein du même ministère. Il est membre expert du Comité contre l'intimidation et la cyberintimidation. Il sera également accompagné, je le précise, de Jérémy Bisaillon, coordonnateur du projet. Donc, nous sommes très heureux de vous entendre aujourd'hui tous les deux et je vous cède de maintenant la parole. Merci beaucoup, Madame Gendron. Alors, on ne répétera pas le titre de la présentation, mais c'est vraiment en ce qui a trait à la prévention de la cyberintimidation, là, grosso modo. Alors, le plan de la présentation, donc je vais présenter les objectifs en fait de la recherche, qu'est-ce qu'on attendait de cette recherche-là, notre équipe brièvement, le contexte. Ensuite, un petit peu de précision théorique là, sur quel cadre théorique on s'est basé pour faire notre recherche. Et ensuite, on va présenter les résultats, ce qui est vraiment la partie, je dirais peut-être la plus intéressante de la recherche. Alors, les deux premiers objectifs de recherche, le premier était vraiment de documenter les pratiques enseignantes. Donc, on voulait voir qu'est-ce que les enseignantes, les enseignants font dans leur classe pour prévenir la cyberintimidation lorsque c'est le temps de l'enseigner. Le deuxième objectif, lui, c'était vraiment un objectif beaucoup plus volumineux, je dirais, en termes de temps et d'énergie. C'était de développer et d'évaluer. Et ça, on a fait ça en coopération avec des enseignantes du milieu scolaire, principalement à l'enseignement primaire. Et ce qu'on a fait, c'était de faire des situations d'apprentissage. Donc, ce sont les enseignantes qui ont principalement développé les situations d'apprentissage. Et c'était vraiment dans une thématique de prévention à la cyberintimidation. Pas l'intimidation, mais vraiment cyber. C'est le côté qui m'intéresse beaucoup, étant donné que c'est mon champ de spécialisation, le numérique. Alors, notre équipe de recherche, bon, on avait des professeurs en fait qui venaient de l'UQAM, de l'Université Laval, la TELUC, et on avait des gens aussi du RICI qui ont été d'un aide très précieuse parce que, bon, ils nous ont aidé beaucoup dans le recrutement, avec l'accompagnement, avec le personnel enseignant là, qui ont participé à l'étude et évidemment aussi les étudiants là, qui sont au doctorat ou à la maîtrise, là, dont Jérémy, là, qui était, je dirais, un acteur aussi principal dans ce projet de recherche. Donc, pour vous mettre en contexte, on sait, hein, les jeunes ont accès de plus en plus jeunes, en fait, au téléphone intelligent, à l'accès aux réseaux sociaux. Puis, dans la majorité des cas, là, ce qu'on va voir, c'est ça se fait dès l'âge de 9 ans. Euh, et souvent, bon, les parents vont donner un téléphone à leur enfant, mais ils ne savent pas toujours ce qu'ils font sur ces téléphones-là parce qu'il y a certains parents qui n'ont pas toujours toutes les habiletés technologiques pour être capables de bien contrôler là, avec le contrôle parental et tout. Donc, ça fait en sorte que les jeunes peuvent se retrouver dans les réseaux sociaux et avoir des comportements qui peuvent être immatures, poser des gestes qui sont inappropriés ou même à la limite parfois criminels là, lorsqu'on, par exemple, on en a vu des cas justement à Québec il y a 2, 3 semaines de ça, un jeune s'est enlevé la vie justement à cause de cyberintimidation. Euh, la cyberintimidation est très présente hein, chez les jeunes. On dit que presque un jeune sur deux a déjà vécu de la cyberintimidation. Au niveau canadien,
L'intimidation en personne, c'est un jeune sur cinq. La cyberintimidation, c'est 14% dans les dernières données. Mais il faut comprendre que la cyberintimidation peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que l'intimidation. Donc, il y a des recherches qui montrent ça. Pourquoi? Mais justement parce qu'il y a ce côté public. Les jeunes vont aimer, publier, partager. Et c'est très difficile là, pour des jeunes qui sont en quête d'identité là, de subir, je dirais, toutes les remarques ou les commentaires qui sont présents. Et en termes de contexte, notre recherche a été bien synchronisée parce qu'il y avait l'implantation du nouveau cours de CCQ, Culture et Citoyenneté québécoise, qui commençait à s'implanter avec le programme provisoire. Et maintenant, ben, on a un cours de CCQ. Il y a une partie vraiment spécifiquement sur la cyberintimidation dans le CCQ, ce qui nous a vraiment, je dirais, plu parce qu'on voit que la recherche est encore plus pertinente parce que c'est explicitement cité dans le rapport, dans le programme, pardon. Donc, on mentionne entre autres, là, enfin, la représentation de soi sur Internet et les différents enjeux de la sociabilité en ligne et de l'instantanéité des échanges font l'objet de réflexion, tout comme les comportements dans l'espace numérique, notamment ce qui a trait à la cyberintimidation, au respect d'autrui et à la sécurité personnelle. Donc, on le voit plus vers le troisième cycle du primaire, là, cinquième, sixième année, là, c'est abordé d'une façon plus importante. Mais tout d'abord, c'est quoi la cyberintimidation? Il y a des critères à respecter, hein. Il faut faire la différence entre un conflit et de l'intimidation, de la cyberintimidation. Donc, ça réfère évidemment à des comportements qui sont répétitifs. Par défaut, dans les réseaux sociaux, le côté répétitif est présent à cause justement du fait que c'est partagé, même quand c'est des courriels ou des textos, le côté permanent est là parce que les gens peuvent aller regarder de nouveau ce qui a été écrit dans les courriels, dans le texto, des fois, il y a certaines interprétations qui peuvent être faites à long terme là, sur ce qui a été partagé ou publié. Euh, Ça se situe aussi en situation de déséquilibre de pouvoir. Habituellement, plusieurs jeunes contre un jeune. Ça peut être un déséquilibre au niveau intellectuel, au niveau physique. Puis bon, je l'ai fait aussi, j'ai fait des études sur les enseignants qui vivent de la cyberintimidation. Et ben là, ce déséquilibre-là est chamboulé dans ce cas-là, parce qu'habituellement, c'est les adultes qui ont l'autorité. Et ce déséquilibre-là est présent, mais d'une façon inversée. Donc, ça peut faire l'objet d'une autre présentation, mais c'est pour vous montrer que le déséquilibre de pouvoir peut être dans les deux sens, autant des gens qui ont de l'autorité que ceux qui n'en ont pas. Euh, et c'est exprimé de façon directe ou non. L'intimidation, la cyberintimidation peut être volontaire ou involontaire. Le côté involontaire, c'est plus quand les jeunes n'ont pas encore la maturité pour comprendre les gestes qu'ils vont poser, des commentaires, des publications qu'ils vont publier. Et évidemment, bon, le côté cyber, on s'entend que c'est tout ce qui est fait par l'entremise d'une technologie, là, que ce soit le téléphone ou des tablettes. Et ça peut être aussi dans les plateformes de jeux vidéo comme Twitch ou autres. Euh, Ce qui est, bon, ce qu'on a mentionné, dans la répétition, la répétition qui est intrinsèque là, avec la cyberintimidation. Et surtout, bon, ce qui est particulier, ce sont les actes anonymes. Quand on fait de l'intimidation en personne, on sait qui est en face de nous. Mais lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, on peut se cacher sous des faux profils, ce qui est particulier aussi parce qu'on ne sait pas toujours qui est la personne parfois qui nous cyberintimide et ce qui peut causer, je dirais, un stress supplémentaire. Il y a différentes formes de cyberintimidation qui existent, hein. Principalement, ce qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, ça va être plus au niveau verbal. On pourrait l'appeler textuel parce que bon, tout se fait souvent par écrit, mais ça peut être par vidéo aussi. Ce qu'on va retrouver, c'est souvent des menaces en ligne ou un langage qui est dénigrant, des rumeurs également. Au niveau multimédia, ça, on risque peut-être d'en voir de plus en plus avec ce qu'on appelle le deepfake, l'hypertrucage, l'intelligence artificielle qui est de plus en plus perfectionnée, qui fait en sorte qu'on est capable de mettre des images dans des scénarios qu'on ne veut même pas imaginer, de jeunes qui sont dans l'hypertrucage. Aussi, ça peut être lié à l'identité.
Ça, c'est beaucoup plus rare ce qu'on va retrouver habituellement. Donc, intrusion sur un compte en ligne ou aller prendre des données personnelles de quelqu'un, diffuser son adresse pour lui faire peur en pensant que d'autres personnes vont aller directement en ligne les intimider. Et la cyber-exclusion, ce qui est assez présent, je dirais, chez les jeunes, ignorer quelqu'un en ligne dans un groupe Instagram ou autre et bloquer aussi directement, donc pour faire en sorte qu'on ne veut pas avoir aucune interaction avec une personne en particulier. Ce jeune-là, par exemple, n'a pas je dirais, aucun lien social avec les gens de l'école. Donc, ça, c'est le plus de la cyber-exclusion. Donc, on serait rendu maintenant à la partie un peu plus théorique. Là, tout ce que je vous demande de retenir ici dans ce schéma-là, c'est les trois phrases en bas. En fait, c'est ce qu'on appelle la théorie des comportements planifiés qu'on a adapté à la cyberintimidation. Ce qui est important de comprendre dans le schéma ici, c'est que la théorie du comportement planifié, ça mentionne que les décisions qui vont précéder un comportement, ben ça, c'est issu en fait d'un processus cognitif émotionnel dans lequel le comportement, lui, va être influencé par d'autres variables, dont l'attitude envers l'action, les normes subjectives et le contrôle comportemental reçu. Donc, les trois barres bleues que vous voyez à l'écran. Donc, tout ça va faire en sorte que lorsqu'on met ça ensemble, toutes ces variables-là, vont faire en sorte que ben, le jeune va décider de soit cyber-intimider ou finalement peut-être, comme si c'est un témoin, ben, de ne pas intimider, mais plutôt peut-être de dénoncer. Donc, toutes ces variables-là vont faire en sorte de changer ou de modifier, moduler le comportement du jeune. Donc, au niveau de la recherche, comment s'y est pris? Donc, de façon très rapide. Donc, c'est une phrase, mon recherche, c'est une recherche design. Donc, c'est souvent des allers-retours. Donc, on commence de quoi? Donc, la première portion de notre premier objectif, c'était d'analyser, voir qu'est-ce qui se faisait, puis ensuite de répondre aux besoins dans les trois différentes phases là, qui apparaissent à l'écran. Donc, ce qu'on a fait dans cette première phase-là, on avait, bon, si je rappelle le premier objectif, c'était de documenter les pratiques enseignantes quant à la cyberintimidation. Qu'est-ce qui se fait dans les écoles exactement? Et ensuite, ben, c'est quoi leurs besoins? Et nous, à partir des besoins, ben là, c'est là qu'on a commencé l'objectif 2, qui était de développer des séquences d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat pour le premier objectif? Donc, on a eu 145 répondants. On a eu aussi des entretiens en ligne, donc une dizaine d'entretiens d'environ 20 minutes avec des gens qui ont participé au questionnaire. Euh, Ici, j'ai marqué primaire et secondaire. En fait, je suis allé juste chercher les données au secondaire. Je me disais, comme j'y suis déjà avec le sondage en ligne, je vais aller quand même chercher les données au secondaire, mais notre étude s'intéresse principalement au primaire. Mais ça nous permet quand même de voir au secondaire qu'est-ce qui se fait. Donc, ça pourrait être la suite d'un prochain projet. Parmi les répondants, il y en a environ 56 qui disaient aborder la cyberintimidation. Il faut comprendre que parmi ce pourcentage-là, ce n'étaient pas tous des gens qui intervenaient nécessairement dans un cours de CR ou de CCQ. Euh, et lorsqu'ils intervenaient, c'était souvent en prévention, mais souvent en intervention. Donc, nous, moi, ce que je prône beaucoup, là, c'est souvent de prévenir, donc de les prendre une fois qu'ils sont jeunes, de les informer avant qu'ils soient très actifs dans les réseaux sociaux. Je donne toujours l'exemple un peu de la même façon comme l'éducation à la sexualité. Ben, on leur présente qu'est-ce qui peut se passer plutôt que de faire ça trop tard. Donc, avec la cyberintimidation, je vais dans le même sens. Donc, souvent, l'intervention, ça veut dire que là, il y a déjà eu des gestes qui ont été posés puis qui est un petit peu trop tard. Ben, il n'est jamais trop tard, mais bon, il faut régler, réparer les pots cassés dans ce temps-là. Donc, les stratégies qui sont les plus souvent utilisées par les enseignants qui abordent la cyberintimidation en classe, c'est des visites ponctuelles. Donc, une fois de temps en temps, peut-être une fois ou deux dans l'année, la TES va venir en classe ou un policier, une policière communautaire va venir faire un petit tour en classe. Il y en a qui nous ont mentionné utiliser des vidéos pour ensuite faire des discussions mises en situation. Donc, ça, c'est essentiellement ce qui revient le plus souvent. On en avait plein d'autres, là, mais qui étaient, je dirais, un peu plus marginales. Et ce qu'on avait comme besoin qui avait été identifié par le personnel enseignant, c'était d'avoir des activités clés en main. Donc, pour enseigner à des futurs enseignants, enseignantes depuis presque 20 ans, je sais que les activités clés en main, le personnel enseignant aime beaucoup ça.
Aussi ancrage avec le programme de formation. Donc, les activités clés en main, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on a produit avec l'aide des enseignantes. Ensuite, ancrage avec le programme, c'est directement lié au CCQ. Des séquences, on nous demandait aussi des séquences à plus long terme. Et ça a été fait aussi par une des équipes et adaptation selon l'âge. Donc, on est vraiment là, cinquième, sixième année du primaire. Donc, tout ça, tous ces besoins-là ont été répondus à l'intérieur de la recherche. Donc là, dans la phase 2, on avait maintenant bon, le design, l'évaluation, maturation de l'intervention. Donc, on a travaillé, je dirais, les enseignantes ont été assez autonomes, hein. On a fait des allers-retours avec elles, mais ça n'a pas été, je dirais, aussi énergivore qu'on le pensait, parce qu'ils ont fait déjà du bon travail à la base. C'était vraiment de faire du suivi avec elles. Nous, comme chercheurs, on ne voulait pas arriver avec des séquences, et bien, vous allez prendre ces séquences-là d'enseignement, vous allez mettre ça dans vos classes. Donc, nous, on a vraiment respecté, je dirais, ben, l'autonomie professionnelle des enseignantes qui sont sur le terrain, qui connaissent leur milieu, qui connaissent leurs élèves. Et nous, on validait, en fait, vous allez voir, les variables qu'on a utilisées dans notre recherche pour s'assurer que, ben, on soit capable de faire des analyses par la suite. Donc, tout ça, c'est très bien déroulé à l'intérieur des équipes. Donc, pour le deuxième objectif maintenant, qui lui est beaucoup plus substantiel, c'est comme je l'ai mentionné depuis tantôt, c'est vraiment de développer et d'évaluer des situations d'apprentissage. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un recrutement de 4 équipes d'enseignantes, parce que c'était que des femmes là, qui ont été recrutées. Donc, c'est souvent le portrait qu'on retrouve aussi au primaire, là. On a un plus faible pourcentage d'hommes. Il faut comprendre que nous, notre projet a commencé aussi pendant la pandémie. Alors, le recrutement, ça a pris un certain temps avant de pouvoir le faire. Ça a été très difficile au début. Donc, on a plus bon, discuté au début avec le sondage en ligne, ça a bien été et tout. Mais il a fallu faire du recrutement. Les récits nous ont vraiment très bien aidés, surtout là, les gens du récit du CSS de la capitale. Donc, on a eu 10 enseignantes de la région de Québec et 2 de la région de Montréal. Ce qu'on a fait avec ces enseignantes-là, ben, on est allé à Québec. On a fait 2 journées de lancement du projet de recherche. On a présenté le cadre théorique, méthodologique, et les enseignantes ont même débuté les situations d'apprentissage. Euh, donc, ces enseignantes-là ont fait passer un questionnaire également à leurs élèves. Donc, il y avait 169 élèves qui ont complété le questionnaire. Il y a eu des entretiens de suivi aussi après avec chaque équipe avant le début pour s'assurer que le contenu n'allait pas dans d'autres variables là, que je vais vous présenter. Euh, et l'entretien de groupe aussi après l'enseignement de chacune des séquences. Donc, parlant des variables, elles sont ici. Donc, on en avait 5. Connaissances sur la cyberintimidation, normes sociales subjectives, habileté sociale, technologique et régulation émotionnelle. Tout ça fait partie aussi du cadre là, de théorie que je vous ai présenté au tout début. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est que la connaissance sur la cyberintimidation fait partie de chacune des 4 situations. Les 4 situations correspondent aux 4 équipes. Donc, chaque équipe avait une situation qui pigeait au hasard et il y a certaines variables qui ne devaient pas inclure dans leur séquence d'apprentissage pour que nous, on soit capable de faire des comparaisons, des analyses par la suite. Donc, on voit situation 1, chaque variable apparaît 2 fois euh, dans les 4 équipes. Donc, ça nous permet d'avoir une représentation équitable des variables. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait comme question pour les élèves? Ben, des questions sur les connaissances. Mais c'est quoi pour toi la cyberintimidation pour savoir qu'est-ce que vraiment ils en comprennent? Les attitudes, est-ce que c'est grave pour moi la cyberintimidation ou non? Le niveau d'accord avec certaines affirmations qui sont liées à notre cadre théorique. Contrôle comportemental, ben, je fais quoi là? Est-ce que je fais quoi si je suis victime de cyberintimidation? Et les intentions, ce que je prévois d'énoncer faisant la recherche récente, ben, les témoins ont une grande importance maintenant. Et cyberintimidation vécue, est-ce qu'ils en ont déjà vécu ou non? Donc ici, vous avez quelques images de notre journée de lancement. Donc, on avait vraiment des installations, je dirais, vraiment très intéressantes pour que les enseignantes puissent commencer à développer leur situation. Donc, je dirais qu'en termes de milieu, là, c'était idéal pour commencer une recherche. Donc, avant que je laisse la parole à Jérémy,
Ici, on avait, ça, c'était des ressources qu'on a données aux enseignantes pour ben, les aider à développer leur séquence d'apprentissage. Donc, on avait un petit site web aussi là, avec toutes les ressources, un Google Drive. On avait chacune des situations. Là, vous voyez en bas à droite les écoles avec toutes les données qui étaient présentes aussi, les gabarits de planification et tout. Avec plein de ressources là aussi qui leur étaient présentées là, dans l'écran en haut à droite. Alors voilà, maintenant je vais passer la parole à Jérémy qui va nous présenter les résultats du deuxième objectif. Oui, ben, juste pour commencer, on voulait vous présenter très rapidement là, les activités parce que c'est quand même le cœur du projet. Donc, généralement, les enseignantes commençaient jamais par ça, mais à un moment ou un autre dans leur séquence, ils présentaient la cyberintimidation, les définitions, puis faisaient des études de cas avec les élèves. Ensuite, dans l'autre diapositive, on voit un graphique là. C'est intéressant parce qu'il y a deux équipes que pour aborder les normes sociales subjectives vont poser une question aux élèves de façon anonyme et de façon publique pour essayer de démontrer aux élèves qu'il y a une certaine pression sociale des fois qui s'exerce puis qui modifie nos réponses. Puis après, ben, dans les trois prochaines diapositives, on voit des exemples là, d'activités, habiletés sociales. Dans la prochaine, c'est habileté technologique, puis régulation émotionnelle, dans des activités vraiment diversifiées pour aborder ces thématiques-là. Ensuite, ben, en fait, déjà, ce qu'on remarquait, là, c'est que les activités, bien sûr, étaient en CCQ parce que c'était un des besoins du personnel enseignant, mais bien sûr, des fois, ils l'utilisaient, ils faisaient des coups doubles, là, ils utilisaient aussi les notions en lecture en français, par exemple. Puis on était très souvent là, vraiment dans une posture réflexive et critique, mais surtout dans des discussions et des réflexions écrites. C'est essentiellement ça, ou une vidéo, une image, puis après on en discute, qu'est-ce que ça nous fait. Est-ce que ça nous fait réfléchir et la critiquer ensemble? Au niveau des résultats quantitatifs, comme on l'a mentionné, on a donné un questionnaire au début et à la fin de la séquence. Puis ce qu'on a constaté d'emblée, là, c'est que les élèves sont, ou du moins se sentaient quand même assez informés. Donc, ils se sont souvent euh, auto-évalués assez positivement au niveau des différents aspects de la cyberintimidation, au niveau de la définition et tout. Aussi, on a remarqué ils connaissaient quand même assez bien ce qu'était la cyberintimidation. Dans la prochaine diapo, là, on voit un peu les termes qui sont ressortis, qui sont également les termes de la définition. Là. Donc, la répétition, l'aspect que c'est méchant ou que c'est des menaces, l'aspect en ligne. Ce qui ressortait un peu moins, c'était le déséquilibre de force qui est inhérent à la cyberintimidation. Puis ça, on l'a vu plus ressortir à la fin. Ben, en tout cas, on a l'impression que ça ressortit davantage au niveau de la séquence parce qu'on les voyait davantage apparaître à la fin de la séquence où on a reposé la question de la définition aux élèves. Donc déjà, ce qu'on voit, malgré les connaissances des élèves, ben, c'est qu'avec la séquence, ils étaient capables d'identifier davantage les caractéristiques de la cyberintimidation. Après, de façon générale, entre les séquences, même si abordaient des thématiques différentes, on n'a pas vu vraiment de différence. Non plus, quand on allait précisément voir est-ce qu'il y a eu une amélioration au niveau des habiletés sociales, habiletés technologiques, etc., on n'a pas vu de différence non plus. Mais de façon générale, lorsqu'on posait la question aux élèves, est-ce que vous vous sentez plus outillé si vous êtes témoin ou victime, ben, les réponses, les élèves sont auto-évalués meilleurs après la séquence qu'avant. Donc, ils se sentaient plus outillés après la séquence qu'avant, selon nos résultats. Ensuite, à la prochaine diapositive, euh, ce qu'on a remarqué, même si ce n'était pas significatif, étonnamment, quand même, les élèves prévoyaient moins d'énoncés après la séquence. On peut se poser la question, est-ce que, comme ils se disent plus outillés, ils préfèrent gérer la situation par eux-mêmes? Ou si les enseignants nous disaient souvent que, ben, des fois, il y a un manque de confiance envers les adultes, donc est-ce qu'on préfère régler la situation par soi-même? C'est des hypothèses que ce résultat-là peuvent soulever. Ensuite, aussi, de façon générale, on ne peut pas faire de lien direct entre notre séquence et ces résultats-là, mais on a vu que autant au niveau des victimes, des témoins que des agresseurs, il y a eu une diminution des cas. Donc encore là, ça soulève des questions. Est-ce que c'est parce que les élèves sont plus conscientisés ou c'est parce qu'ils savent mieux c'est quoi la cyberintimidation? Donc, pour eux, tout n'est plus de l'intimidation, ils sont mieux capables de l'identifier. Donc, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Aussi, comme ils savent, comme ils disent qu'ils peuvent mieux gérer la situation. Est-ce qu'ils en parlent moins dans le questionnaire? C'est des questions que ça soulève.
Aussi, ce qu'on remarque, c'est que toutes les variables qu'on a analysées étaient reliées ensemble dans notre modèle, ce qui confirme notre modèle, mais que aussi d'un autre côté, que les habiletés technologiques, c'est peut-être la seule variable, n'étaient pas reliées à, par exemple, l'intention de dénoncer. On peut pas, ça ne nous permet pas de dire que les habiletés technologiques ne sont pas importantes. Toutefois, ce que ça nous permet de dire, c'est qu'elles ne sont pas suffisantes, que la cyberintimidation, ça implique aussi des habiletés émotionnelles, euh, des normes sociales subjectives et des habiletés sociales également. C'est des éléments qui ont ressorti dans les propos des enseignantes, là. Les cours où les élèves étaient les plus allumés, ce n'était pas nécessairement les cours sur la définition, c'était les cours sur les habiletés technologiques, sur les habiletés émotionnelles, sur les normes sociales. Euh, Puis, on a senti aussi par les entretiens avec les enseignantes qu'elles étaient très heureuses d'avoir enfin du temps et on peut dire de l'argent parce qu'on payait aussi les libérations là, pour travailler. C'est ça essentiellement qu'elles demandent, là, du temps pour réfléchir, bonifier, collaborer, et c'est du temps qui leur manquait souvent. Donc, ça leur a permis de faire ça, puis c'est ce qui est ressorti le plus des entretiens de groupe. Donc, pour conclure, on voulait terminer avec cette citation-là parce que oui, on a vu que les séquences ont permis de mieux outiller les élèves, que les enseignantes étaient très heureuses d'avoir du temps, que les élèves étaient allumés, mais que ultimement, par exemple, il y a un de nos résultats qui disait que les élèves n'allaient pas nécessairement plus dénoncer après la séquence. Donc, ces résultats-là permettent de comprendre ou de statuer que ben, ce n'est pas un travail qui doit se réduire à la salle de classe, que c'est un travail qui implique plusieurs personnes. Ici, on parle de partenariat avec la famille, la communauté, et aussi qu'on doit nécessairement, si on veut que les élèves dénoncent et parlent de la cyberintimidation, ben, c'est d'établir aussi nécessairement un climat de confiance avec les adultes, la direction, les parents, les enseignantes, les enseignants. Donc, nous serions rendus à notre deuxième présentation avant la pause, donc celle de Pascal Morin, et je vois Nancy Granger qui l'accompagnera également. Donc, Pascal Morin nous présentera son projet intitulé Quelles pratiques pédagogiques intégrant le numérique utilisé par les enseignants d'éducation physique et à la santé répondent aux besoins des élèves du secondaire en matière d'adoption d'un mode de vie sain et actif. Je décris Pascal Morin rapidement. Donc, elle détient une formation de base en nutrition et une maîtrise en éducation. Elle est professeure à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke depuis 2003. Elle a reçu plus d'1,3 million sous forme de financement de recherche pour plusieurs études réalisées dans les milieux scolaires, principalement au regard des habitudes de vie des jeunes. Donc, elle n'en est pas à sa première recherche ici. Elle nous présentera accompagnée de Nancy Granger, qui a également participé à la recherche. Donc, je vous invite à nous présenter les résultats de cette recherche pour les 25 prochaines minutes. Ben, en fait, voilà. Ben, bienvenue tout le monde. Merci à l'équipe du FRQSC de nous donner cette opportunité-là de présenter nos résultats. Et merci aussi aux bailleurs de fonds là, de leur confiance envers notre équipe. Je m'appelle Pascal Moret et je suis accompagnée aujourd'hui de Nancy Granger. Aujourd'hui, on vous présente les résultats finaux et c'est avec gratitude là, que je salue les enseignants et les élèves qui ont participé à la recherche, de même que les organismes partenaires qui nous ont orientés et qui nous ont soutenus, notamment le MEC, le MES, la FEPEC, le RÉCI, le collectif Vital et le CETREC. Le plan de la présentation va aller comme les directives là, du FRQSC nous avaient mentionné. Donc, on répond à quel besoin? Ben, en fait, les statistiques depuis plusieurs années nous montrent que les jeunes sautent le déjeuner, ne dorment pas suffisamment, pratiquent peu d'activité physique et que plusieurs souffrent de détresse. Et il y a eu aussi une détérioration de ces habitudes de vie pendant la pandémie. Or, l'adoption d'un mode de vie sain et actif, c'est primordial pour le développement, la santé et la qualité de vie des élèves et peut contribuer de façon majeure à leur réussite éducative.
L'adoption d'un mode de vie sain et actif, c'est une compétence transversale qui est enseignée dans le cadre du programme d'éducation physique et à la santé. Donc, on a voulu savoir quelles pratiques pédagogiques qui intègrent le numérique sont utilisées par les enseignants et la population cible là, qu'on a choisie, c'est les élèves du deuxième cycle du secondaire. Alors, pour répondre à notre question de recherche, le premier objectif visait à dégager les besoins, les facilitateurs, les contraintes et les défis perçus par les enseignants et les élèves pour formuler des pratiques pédagogiques numériques gagnantes. On avait quand même un livrable là, qu'on avait toujours en tête, là, qui était de créer un guide, constituer, produire quelque chose là, pour aider les enseignants à mieux intégrer, si c'était le cas, le numérique dans leur enseignement. Alors, pour ce faire, on a recruté des enseignants et leurs jeunes et on a procédé à des groupes de discussion là, en 2021 à l'aide d'un cadre d'analyse que je vais vous présenter sous peu. Et avec nos résultats préliminaires, on les a présentés aux partenaires et ça nous a permis là, d'interpréter nos résultats à la lumière de leur expérience, puis de dégager aussi les critères des meilleures pratiques. Étant donné qu'on effectuait une recherche-action de type collaboratif, ben, les partenaires, incluant les organismes, mais aussi les enseignants qui avaient participé au groupe de discussion, là, ont fait partie de l'atelier d'intégration. À la suite de cet atelier-là, on s'est rendu compte qu'il nous manquait de l'information sur comment les enseignants avaient adapté leur pratique, c'est-à-dire dès la planification et après ça, la prestation et l'évaluation de leurs activités pédagogiques. Donc, pour explorer ça plus en détail, on est allé réaliser des entretiens individuels semi-directifs qu'on a analysés avec le même cadre que je vais vous présenter sous peu et qu'on a confronté entre nous, l'équipe de recherche, parce qu'on a analysé chacun des entretiens individuels en tant que tels, de façon isolée, mais aussi tous les entretiens individuels en fonction de chacune des zones là, de notre cadre conceptuel que le suspense est terminé. Je vous présente tout de suite. Donc, notre cadre d'analyse est constitué de 6 zones de développement de compétences en numérique dont les personnes enseignantes ont besoin pour favoriser les stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui sont efficaces, inclusives et innovantes. Les outils de collecte et d'analyse sont présentés selon les zones 2 à 5. La zone 6 a plutôt contribué à produire ou en tout cas formuler les propos là, dans notre guide. La zone, je vais vous détailler là, chacune des zones de façon très succincte. Donc, la zone 2, qui est intitulée ressources numériques, fait référence au type de ressources qui sont utilisées par les enseignants et la familiarité de ceux-ci quant à l'utilisation des technologies numériques. La zone 3, ou enseignement et apprentissage, cette compétence fait référence à la conception, la planification et la mise en œuvre d'activités pédagogiques qui incluent le numérique. La zone 4 ou évaluation ou bien comment le numérique peut contribuer à recueillir des données sur le comportement d'apprentissage de chaque jeune, faciliter la rétroaction des enseignants et finalement permettre aux enseignants d'évaluer et d'adapter leur stratégie d'enseignement. Puis la zone 5, l'engagement des apprenants, bien, ça contribue à l'individualisation de l'apprentissage tout en restant centré là, sur les compétences ou la compétence à développer. Dans ce cas-ci, bien, c'est l'adoption d'un mode de vie sain et actif qui est la compétence prévue au programme de formation. Passons aux résultats. Alors là, par zone, je vais vous décrire brièvement ce qui en est ressorti. Donc, plusieurs ressources numériques telles que le Teams, les outils Google, les parcours aussi tels que Strava puis Nike Run sont utilisés par les enseignants. Il y a aussi des ressources qui sont plutôt pédagogiques ou bien donc spécialisées en éducation physique et à la santé comme EPS.ca, IDOCO Connect. Les sites du Récit de ForceCard sont utilisés aussi par les enseignants. Le défi relatif à l'utilisation de ces plateformes-là par les enseignants concerne l'appropriation des ressources, de leur fonctionnalité, mais aussi de leur logique d'utilisation.
Malgré le fait que les enseignants s'en priveraient pas, ben, c'est pas tout le monde là, qui est capable qui est très familier finalement avec chacun de ces outils-là. On a remarqué aussi que les jeunes, ben, bien qu'ils sont souvent sur leur cellulaire, ne connaissaient pas ces fonctionnalités-là de ces applications pédagogiques. Alors, il fallait que les enseignants consacrent du temps pour s'approprier ces ressources-là, mais aussi consacrent du temps pour enseigner ou en tout cas faire en sorte que les jeunes aussi puissent se les approprier. Il y a eu dans quelques écoles de l'accompagnement de la part des conseillers pédagogiques et dans ces écoles-là, ça a été bien reçu. Donc, si on conclut, ben, on souhaiterait que le guide, qui est notre livrable, là, considère ce continuum de familiarité au numérique de la part des enseignants. Pour la zone 3, ben, les thèmes au regard d'un mode de vie sain et actif, c'était la saine alimentation, les bienfaits de l'activité physique, la gestion du stress et de l'anxiété. Puis les enseignants ont fait ça par des projets, puis des défis lancés aux jeunes. Encore une fois, l'intégration du numérique et les variables, ça dépend encore une fois de la familiarité de l'enseignant. Mais on voit que malgré tout, les enseignants mettaient l'accent sur l'acquisition de connaissances théoriques, puis au lieu de ce qu'on aurait souhaité, finalement, d'aller vers le développement des compétences. On a vu aussi que les intentions pédagogiques n'étaient pas clairement identifiées. Donc, on s'est dit, oh, d'accord, on voudrait que le guide présente les conditions favorables à l'intégration du numérique et qu'il introduise plus d'éléments de didactisation. Il faut se dire aussi qu'on a basculé, si vous vous souvenez, là, on a basculé rapidement là, de l'enseignement régulier à l'enseignement en ligne, si bien que c'est un peu pour ça là, que tous les enseignants n'ont pas eu le temps là, de faire en sorte que toutes les étapes de leur enseignement ou de leur prestation basculent de façon idéale là, en numérique. Je m'excuse, je dois reculer. Ici, au niveau de l'évaluation, ben, l'utilisation, les critères d'évaluation sont utilisés de façon inégale. Encore une fois, ben, ça dépend toujours de leur familiarité. Mais les outils, ils permettent de démontrer aux enseignants si les activités ont bel et bien été réalisées. Par exemple, les enseignants demandaient des impressions d'écran des parcours qui avaient été utilisés par les jeunes là, sur Strava, par exemple. Euh, les enseignants ont surtout évalué les connaissances théoriques enseignées par des quiz, puis ils ont bien aimé parce que certains quiz se corrigeaient automatiquement grâce au numérique, donc il y avait là un gain de temps. Par contre, peu d'enseignants ont rapporté faire réfléchir le jeune sur son mode de vie sain et actif là, par un journal de bord. Donc, on s'est dit, ben, le guide devrait proposer un ensemble de possibilités d'évaluation afin que l'enseignant puisse faire un usage conscient et optimal des outils. Au niveau de l'engagement des apprenants, bien, les stratégies les plus fréquemment utilisées par les enseignants étaient une communication continue, des encouragements fréquents, l'inclusion d'activités tendances comme le Tabata, qui est un entraînement par intervalle, les activités à l'extérieur. Les élèves ont bien aimé utiliser le numérique pour reprendre un cours qu'ils avaient manqué et ceux qui avaient certains troubles de l'image corporelle bien, pouvaient faire les exercices chez eux, se filmer, puis envoyer leur vidéo à l'enseignant directement. Donc, les enseignants ils rapportent aux autres qu'il y a des effets perçus de l'usage du numérique, mais on n'a pas été capable, nous autres, l'équipe de recherche, de connaître les indicateurs sur lesquels ils se basent pour juger de cet effet. Alors, le guide devrait contribuer à consolider les pratiques déjà en place et amorcer l'intégration de nouvelles façons de faire. Lors de notre première collecte de données là, avec les groupes de discussion, on s'est rendu compte que la définition d'un mode de vie sain et actif, qui est cette compétence 3-là, elle faisait l'objet de plusieurs définitions, de définitions très variables, peu ancrées vers la pratique autonome et le maintien à long terme là, d'un mode de vie sain et actif auprès de l'élève. Ce n'était pas toujours complet aussi comme définition, qui avait également un décalage entre ce qui est prescrit dans le programme officiel du ministère et leur propre interprétation de ce que pouvait être cette compétence. Donc, on a rajouté une section dans le guide qui permet de réduire cet écart en réitérant les fondements d'un mode de vie sain et actif, puis en outillant les enseignants dans leur démarche d'intégration du numérique dans leur enseignement.
Du côté des retombées, ben, je vous en parle brièvement. En fait, on a eu la possibilité et l'opportunité, grâce à nos résultats, d'écrire, de publier un manuscrit dans une revue scientifique en éducation, dans une revue plutôt professionnelle en éducation physique et à la santé, d'aller présenter les résultats dans un congrès scientifique et aussi ils vont être présentés dans un congrès auprès des éducateurs physiques et à la santé là, en novembre et de constituer le guide dont ma collègue Nancy va vous parler. Est-ce que c'est toi qui cliques sur le lien, Pascal? Oui. Faut-tu- Je l'avais déjà téléchargé, il est ici. Alors, donc, vous venez de voir la présentation de Pascal avec des conclusions hein, pour le guide. Donc, voici le guide. Et vous verrez qu'on a souhaité l'agrémenter aussi à partir de bandes dessinées qui sont intégrées, à la fois réflexives, puis à la fois aussi conclusives, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a vues à travers notre, euh, notre recherche qu'on souhaitait mettre en évidence, puis en même temps en se disant, bon, on va le regarder avec un petit sourire en coin. Donc, Pascal présente présentement justement les sections. On voit que la section 1, on peut rester dessus, va nous amener un peu sur les habitudes, puis c'est le contexte qu'elle a posé tout à l'heure. La section 2, bien, comment le numérique peut contribuer, donc avec le modèle qu'on avait justement. Et la section 3, comment réfléchir à l'intégration du numérique et de son usage dans la pratique de l'enseignement de la C3. Donc, on peut y aller. Donc, on a une première BD ici aussi. Donc, on a voulu vraiment mettre les résultats quand même du contexte théorique là, qui montre que les habitudes de vie ont certaines statistiques inquiétantes. Donc, elles sont posées d'entrée de jeu. On peut tourner. Ensuite de ça, donc on dit ben, comment les optimiser, on donne des pistes. Et ensuite, ben, ça réfère à quoi adopter un mode de vie sain et actif. Et on utilise, ici, vous le voyez dans l'encadré, certains propos qui ont été récoltés auprès des enseignants, justement, en éducation physique et à la santé pour soutenir tout ça. Ici aussi, donc la mode, ici, c'était intéressant parce qu'on voulait quand même euh, poser la définition de c'est quoi l'adoption d'un mode de vie sain et actif, parce qu'on a ça comme compétence, mais ça signifie quoi? Donc, on est allé vraiment chercher les définitions et on termine ces définitions-là avec aussi une citation là, qui est liée à un propos d'une personne enseignante qui nous dit ce qu'elle en pense plus spécifiquement et qui montre une certaine aussi complexité à s'approprier puis à mettre en œuvre dans son enseignement. On peut continuer. Donc, la section 2, donc, qui s'intitule Comment le numérique peut-il contribuer à l'adoption d'un mode de vie sain et actif chez les élèves? Alors, on donne ici, dans le cadre de notre recherche, qu'est-ce qu'ils en disent, les enseignants d'éducation physique et à la santé? Et malgré les défis rapportés, ben, quelles sont les pistes là, qu'ils entrevoient? Et on a amené une petite section réflexive, là, le regard sur ma pratique, tu sais, par exemple, à la lumière de notre expérience et des propos rapportés par les collègues, comment le numérique peut m'aider à enseigner la C3 et aider les élèves à adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Alors, ça leur permet de se poser quelques minutes. À la limite, une équipe de profs qui utiliserait ça pourrait l'utiliser pour avoir une discussion d'équipe et peut-être d'identifier des éléments pour la suite. Juste avant, Pascal, on va le voir tantôt, mais juste avant la section 3, ici, on a utilisé un questionnaire qui est à la page 60 et on pourra le voir dans les annexes à la fin, mais ce questionnaire-là est lié justement au modèle là, que vous avez vu tantôt qui est en couleur avec les 6 volets.
Et ce sont des questionnements, c'est des auto-questionnements que les enseignants peuvent se faire et ensuite un peu se poser des questions pour dire, ben, y a-t-il des éléments que je voudrais développer de plus, de différents à travers ça? On peut continuer. Donc, ici, on entre dans la section 3 qui vise à réfléchir sur l'intégration du numérique, puis la petite bande dessinée préalable était aussi axée un peu sur la dimension éthique. On a vu la présentation tantôt sur la cyberintimidation, mais aussi faire attention aux données, tu sais, qui viennent avec le numérique. Donc, ici, on se questionne sur les ressources elles-mêmes du numérique et on propose une zone de réflexion par rapport à ça. Dans quelle mesure c'est facile pour moi de faire ceci ou cela par rapport à l'enseignement par le numérique. Euh, donc, besoin d'un coup de pouce. Ben, alors, on propose des pistes de choses qui peuvent être faites et permettre aux gens de s'approprier davantage à la fois le numérique et des moyens pédagogiques là, d'utilisation. Et une petite section, vous n'êtes pas seul. Donc, quand on l'a dit, c'est parfois varié l'appropriation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Et des ressources que notamment le récit, qui est déjà des ressources que Pascal a nommées aussi par rapport aux enseignants en EPS là, qui existent déjà. Donc, on donnait des idées cliquables pour être capable de mobiliser ces ressources-là. L'enseignement et l'apprentissage, encore une fois, on repart toujours de ce que les personnes ont dit, donc enseignants et élèves, et par où commencer pour mettre ça en place. Ici, on parlait vraiment de la planification. Donc, il y a un schéma qui est cliquable à la fin, qui est cliquable et qui nous amène dans une annexe à la fin et qui permet de bien situer c'est quoi au niveau didactique notre intention pédagogique, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on intègre le numérique à l'intérieur de ça. Toujours en utilisant le programme de formation, bien entendu. Donc, il y a une petite ressource sur notamment évaluer. Donc, il y a la plateforme Enseigner au Québec, ça va être ma plateforme à moi, là, où j'ai fait beaucoup de petits documents. Donc, les enseignants peuvent aller visionner ça et ensuite se poser des questions en utilisant aussi ce schéma qui permet de planifier. Donc, il y a toujours la zone de réflexion. Donc, dans quelle mesure est-ce que je peux faire telle chose? Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, encore une fois, dans cette section, il y a des ressources qui sont proposées. Donc, on voit un exemple ce qu'on a tenté de faire pour un peu donner une modélisation. Bien entendu, je dis toujours, ces exemples-là, ils ne sont pas parfaits. C'est toujours des fausses bonnes idées. Si vous en avez des meilleures, bien, vous en faites et vous les mettez à profit. Ensuite, la section sur l'évaluation, même chose. On a mis un petit peu de théorie et on revient avec ce que les gens en disent et la zone de réflexion qui s'y rapporte. Donc, la structure est toujours la même. Puis, est-ce qu'on a un coup de pouce par rapport à ça? Dimension réflexive. Et vous n'êtes pas seul. Et on fait ça pour aussi engager les élèves. Donc, c'est la même structure. On peut la passer. Vous pouvez le consulter sans problème. Et la section 4, ici, comment faire un pas de plus dans ma réflexion sur le numérique. Et là, vous avez vraiment des BD qui peuvent être imprimables et même permettre à des gens d'en discuter. Donc, moi, parfois, j'utilise ce genre de choses-là en les plastifiant, puis en permettant dans des communautés de pratique d'échanger sur les problématiques ou qu'est-ce qu'on y voit ou à quoi ça me fait penser. Bon, et donc, c'est des bons, puis en même temps, on rigole un peu, bien sûr. Donc, c'est Raymond Parent, le BDiste, là, qui a fait ces bandes dessinées. Donc, c'est quand même plusieurs bandes dessinées qui sont offertes là, par rapport à ça. Donc, voilà. Et en conclusion, ben, on explique, on ferme un peu la boucle, on dit qu'il y a des BD qui sont utilisables, des ressources qu'on met là, et les annexes, donc pour expliquer le modèle
Digital Competence of Educators. Vous avez le modèle que Pascal a présenté et après, on voit en quoi il se décline dans le schéma suivant. Moi, je le trouve très aidant personnellement parce qu'on voit justement comment tout, chacun des points, par exemple, ressources numériques, ben, on a différents éléments qu'on peut aller questionner, sélectionner, créer ou gérer, protéger, etc. Donc, c'est un bon point de départ pour ceux qui veulent s'y intéresser. On peut poursuivre. Donc, on les explique tous et ça, c'est un cadre européen qui existe. Ensuite, il y a le questionnaire qui avait été développé avec ma collègue Marie-Lou Bellil dans le temps pour d'autres choses, mais on l'a remis au goût du jour ici pour l'appuyer sur l'utilisation en EPS. On peut continuer. Donc, des questionnements ensuite pour écrire des commentaires. Est-ce que je peux donner des détails sur ma pratique? Parce que c'est de l'auto-déclaré, bien entendu. L'objectivité étant, l'idée étant d'être réflexif par rapport à soi-même et non pas de porter un jugement sur la personne. Tu n'as pas eu une belle note, tu as eu une belle note, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt de faire avancer. On peut prendre une section de questionnaire ou etc. Donc voilà, c'est que ça, c'est en fait, notre gros résultat de recherche parce qu'il intègre finalement les visées. Alors, par rapport aux contributions, qu'est-ce qu'on en dégage? Bien, les enseignants ont besoin d'être accompagnés dans l'intégration du numérique dans leur enseignement. Les élèves, eux, il faut leur proposer des activités qui leur permettent de développer une pratique autonome à long terme. Et les formateurs, ben, ils disent qu'il faut identifier des approches, des pratiques, des conditions favorables et des outils pertinents pour soutenir l'utilisation du numérique dans l'enseignement, malgré le retour à la normale. Parce qu'on se souvient qu'on était en 2021 au début. On dirait que ça fait 1000 ans. En plus, quand on parle de ça, ça fait pas si longtemps. Mais quand on est revenu en présentiel, ben là, le besoin était moins prégnant. Et qu'est-ce qui reste de ça? Pour les décideurs, il s'agit aussi de révisiter les programmes de formation à la lumière de ces constats, puis de se dire comment on peut mieux intégrer la dimension numérique. La recherche nous a permis de reconnaître l'apport aussi des conseils pédagogiques qui étaient essentiels, tant dans la mise en œuvre des pratiques que dans le soutien au développement des compétences des personnes enseignantes. Parmi les pistes de solutions, les enseignants soulignent qu'il faut prioriser l'utilisation des stratégies puis des ressources numériques pour maintenir l'engagement des jeunes. Hein. Donc, ce n'est pas juste utiliser le numérique pour utiliser le numérique, c'est aussi on veut qu'on s'y engage, on veut que ça apporte une valeur ajoutée à notre enseignement. Les directions disent il faut prévoir et même pourvoir de suffisamment de matériel et de ressources pour que l'enseignement soit réfléchi en intégrant le numérique. Pour les formateurs, ben, il faut inclure le numérique dans la formation initiale des étudiants puis qu'ils soient déjà à l'aise au sortir de leur formation. Décideurs, ben, mieux définir le mode de vie sain et actif et proposer des méthodes et des moyens numériques concrets pour l'enseigner et l'évaluer. Quant aux limites, ben, les résultats qu'on a actuellement sont non généralisables puisque ce sont des échantillons volontaires. Les pratiques des enseignants sont déclarées et non effectives, donc on n'a pas été dans des milieux pour observer. Et certaines activités décrites apparaissent parcellaires. La planification annuelle serait plus juste. Puis on sait que, bon, tu sais, dans l'enseignement, les gens font rarement une planification écrite, là, exhaustive tout au long de leur carrière. Donc, voilà. Et pour les pistes de recherche, ben, on pense qu'il faut tester le contenu du guide au fil d'expériences terrain en partenariat avec les acteurs pour voir quelles sont les bonifications, améliorations ou différenciations qu'il faut faire. Voilà. Alors, je pourrais vous présenter déjà Alexandre Lannoy qui viendra nous présenter en fait son projet de recherche-action intitulé La formation à distance à la formation générale des jeunes, l'implantation du cours d'histoire du Québec et du Canada en quatrième secondaire. Je le présenterai en quelques mots. Alexandre Lannoy détient un doctorat en didactique des sciences humaines de l'Université de Montréal. Au cours de ses recherches, il s'est intéressé à la place de la nation
dans l'enseignement de l'histoire et aux représentations sociales des enseignants d'histoire. Depuis plusieurs années, il œuvre à la formation initiale et continue des enseignants des sciences humaines au primaire et au secondaire. Donc, il nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous entendre aujourd'hui sur les résultats de votre recherche-action. Je vous cède la parole dès maintenant. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Pouvez-vous confirmer que tout est beau pour le partage? Tout est parfait. Excellent. Euh, donc, oh, il se passe quelque chose. Je l'installe. Excusez-moi. Je recommence. Tout Ça va est... toujours? Oui, tout est beau. Parfait. Merci, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager une partie des résultats de recherche avec vous. D'emblée, je remercierai aussi le FRQSC, le ministère de l'Éducation qui ont soutenu financièrement la recherche et tous les partenaires là, dont je vais parler dans quelques minutes. Euh, donc, c'est un peu un défi de parler d'une recherche qui s'est déroulée sur 4 ans, de ne pas s'embourber dans les détails. Donc, j'ai essayé je vais vous présenter des résultats, faire une espèce de revue générale, mais aussi à la fin, essayer d'arriver à 3 ou 4 constats importants de nos observations. Plan tout simple, là, je vais présenter un peu rapidement l'équipe et les partenaires. Ensuite, aller vers les objectifs et présenter, comme je disais, des résultats généraux. Donc, on était une équipe, on était 5 professeurs sur cette recherche-là. Moi, comme on l'a dit en introduction, je suis didacticien des sciences humaines. Donc, ma préoccupation première n'est pas forcément l'enseignement à distance, mais je suis aussi un ancien du récit. Donc, dans le cadre du projet pilote pour la création des cours à distance au secondaire, j'étais à cette époque-là au récit. Donc, j'avais commencé à participer à la construction du cours d'Histoire du Québec et du Canada et j'ai été embauché à l'Université de Montréal en cours de route. Donc, pour moi, il y avait une continuité dans l'idée de faire un projet de recherche sur ce matériel-là. Je me suis évidemment adjoint des collègues, Marc-André Etier, un autre didacticien, mais aussi Normand Roy, Bruno Paul-Hubert et Serge Lajoie, qui, eux, sont plus justement spécialisés en numérique et en formation à distance. Comme c'est une recherche-action, on avait plusieurs partenaires, donc 2 services nationaux du récit là, de l'Univers social de formation à distance, plusieurs CSS qui ont participé là, selon des modalités différentes sur les 4 années de collecte de données, 3 années de collecte de données, pardon. Et Fadio aussi qui nous a soutenus dans la réflexion puis dans la diffusion de certains résultats. Donc, la recherche, dans le fond, était axée sur un des axes sur le numérique en éducation, donc le plan de développement. Donc, quelles innovations peuvent favoriser la persévérance et la réussite éducative des élèves, des étudiants et des étudiantes en contexte de formation à distance. Donc, c'était un des axes du plan d'action numérique en éducation. Voilà, je l'ai eu. Et qui était une nouveauté, en fait, pour le secondaire, parce que ça fait longtemps qu'il y a de l'éducation, de la formation à distance chez les adultes. Mais au Québec, il n'y a pas une grosse tradition de formation à distance pour les jeunes. Donc, dans le cadre de ces projets pilotes-là, le ministère a mandaté les services nationaux pour créer des cours de formation à distance et dans une perspective qui soit transférable et utilisable dans différents contextes. Donc, le cours, en particulier celui qui fait l'objet de la recherche, était pensé pour être autoportant. Donc, on va y revenir parce que c'est important dans le regard qu'on porte sur les résultats. C'est-à-dire que le rôle de l'enseignant dans un cours comme celui-là est un rôle d'accompagnement et de rétroaction. Et donc, il n'est pas planifié que l'enseignant va faire, par exemple, des moments d'enseignement magistral avec tous les élèves en même temps. C'est un cours qui pourrait potentiellement être enseigné justement en mode asynchrone, c'est-à-dire que les élèves euh, suivent le cours à leur propre rythme de façon autonome. Après, il y a plein de stratégies possibles pour que les enseignants regroupent les élèves puis fassent des moments d'enseignement, mais à la base, le cours pouvait permettre une version autoportante.
Donc, l'objectif, c'était de caractériser et perfectionner les dispositifs didactiques et d'accompagnement du cours qui favorisent la réussite et la persévérance. Donc, le dispositif didactique, c'est tout ce qui a trait à l'apprentissage spécifique de l'histoire, euh, plus particulièrement le contenu d'histoire secondaire 4. Et donc, de cette façon-là, le dispositif didactique était examiné à la lumière du concept de réussite éducative. Donc, qu'est-ce que les élèves ont réellement appris grâce à ce dispositif-là? Le dispositif d'accompagnement, lui, fait référence à tout le volet pédagogique, en fait, de la formation à distance, c'est-à-dire comment on soutient les élèves du point de vue de la motivation, de l'engagement, de la communication tout le long de ce cours-là. Et la retombée principale, c'est justement la persévérance, parce que la formation à distance, c'est son enjeu. Chez les adultes, la très vaste majorité des étudiants ne terminent pas les cours auxquels ils s'inscrivent. Dans différents contextes, là, que ce soit les MOOC, les cours en ligne là, très grands, mais bref, l'enjeu de la persévérance est central dans la formation à distance, donc on voulait s'intéresser à ça aussi chez les élèves du secondaire. Pour ce qui est de l'accompagnement, dans le fond, le concept central, le nœud de l'histoire, c'est vraiment le concept de présence transactionnelle. Donc, la présence, ou en fait, et son pendant, la distance transactionnelle. La distance transactionnelle, c'est dans le fond l'espace qui existe entre l'enseignant et ses élèves. C'est un espace qui existe toujours, même quand on est en enseignement en présence, mais cette distance-là peut être décuplée dans un mode de formation à distance pour plein de raisons assez évidentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en présence physique des élèves, on peut être distancé dans le temps. Si c'est un cours qui est autoportant ou asynchrone, on n'est pas souvent en communication directe avec les élèves, donc c'est-à-dire qu'il y a un espace d'attente, je suis pas en communication à ce moment-là. Et donc, les élèves peuvent sentir qu'il y a une certaine distance et se sentir isolés. Et là, c'est là que ça devient important d'exercer une présence auprès des élèves, de faire en sorte que les élèves sentent que les ressources dont ils ont besoin, l'appui dont ils ont besoin va être disponible s'ils en ont besoin. Alors, cette présence-là, évidemment, doit s'adapter, on espère, à l'autonomie des élèves. Est-ce que les élèves qui sont dans ce cours-là, qui suivent le cours, euh, en fond, on devrait se questionner sur leur niveau d'autonomie. S'ils sont très autonomes, les chansons qui devraient être capables de se débrouiller dans un cours autoportant ou avec un minimum d'encadrement. Mais si on fait affaire avec des élèves qui sont moins autonomes, bien là, on va devoir exercer une présence accrue par plein de moyens, la visioconférence, les communications par courriel. Il y a différentes façons d'exercer une présence, mais c'est cette présence-là qu'on a essayé de mesurer chez les enseignants. Et en ce qui concerne les apprentissages spécifiques à l'histoire, on a d'abord réfléchi à partir du concept de littératie historique, qui serait la capacité des élèves à construire des interprétations historiques en utilisant des sources comme des traces du passé. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur ça ici. On a d'abord, en fait, ça revient à la littératie historique, ça revient à la capacité de l'élève à lire et à écrire dans le domaine de l'histoire. Donc, on a examiné les productions des élèves à la lumière de ce concept-là, en décortiquant leurs écrits, voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de nous expliquer et quelles traces ils laissaient du fait qu'ils étaient capables d'interpréter des documents historiques. C'est un volet de la recherche qui est plus didactique. Je ne vais pas pousser trop loin ma présentation sur ce bout-là, mais il y a quand même un élément important qui va revenir à la fin du point de vue du niveau de développement de la littératie en lien avec un cours à distance. Et on a aussi réfléchi à partir du concept d'enquête en histoire, c'est-à-dire la capacité de l'élève à poser des questions, à utiliser des sources et des méthodes de travail et à apporter des éléments de réponse à sa question. Ici, quand on parle d'enquête, c'est un modèle général qu'on va adapter à l'histoire, mais qui reflète aussi l'apprentissage, par exemple, dans un contexte, pardon, dans le contexte des sciences, hein. On imagine bien en laboratoire, on a des enjeux, on a des phénomènes qu'on veut démystifier, qu'on veut comprendre, on va aller chercher des informations et on va apporter des éléments de réponse. L'enjeu avec ce modèle-là, ce qu'on va chercher, c'est quel est le niveau d'autonomie de l'élève dans ça. Est-ce qu'on lui donne, pour chacune de ces étapes-là, est-ce que tout est prévu pour lui dans le dispositif, auquel cas il n'y a qu'à suivre les consignes, ou encore est-ce qu'on lui laisse une certaine latitude pour dire, par exemple, la réponse, bien, il n'y a pas seulement une bonne réponse que j'attends, mais bien, est-ce que
on va envisager différentes perspectives, différents types de réponses qui sont valides à des niveaux différents, mais quand même. Est-ce qu'on va ouvrir les sources d'information? Est-ce que le travail est effectué à partir seulement d'une liste de sources de documents qui est planifiée par le dispositif ou par l'enseignant? Ou est-ce qu'on va envoyer l'élève mener des recherches pour rassembler, regrouper plus d'informations pour répondre à sa question? Et puis enfin, mais pour la question, est-ce que dans le fond, la question est déterminée toujours par le dispositif, ou si on met l'élève dans une posture où lui-même pourrait se poser des questions, enquêter, démarrer sa propre enquête sur un phénomène ou un sujet. Donc, c'est cette idée-là de dire, ben, où on en est rendu dans un dispositif comme ça? Est-ce que le dispositif didactique du cours permet à l'élève de gagner en autonomie ou d'atteindre un certain niveau d'autonomie? Parce qu'on s'imagine que dans un cadre très restreint, où tout est déterminé par le dispositif, on pourrait se dire que les apprentissages qui ont lieu ben, ne restent que scolaires, moins difficilement transférables, si tout ce que l'élève fait, c'est répondre à des consignes. Donc, c'est un peu notre réflexion derrière ça. J'ai le goût de vous demander si vous avez des questions, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne un webinaire, donc je vais continuer. Euh, les profils des élèves, donc, bon, on a fait une collecte de données sur 3 ans. On a rencontré, on a voulu rencontrer les élèves aussi. Donc, on n'a pas seulement, on a rencontré les enseignants, on a travaillé, hein, c'est une recherche-action, donc on a travaillé en collaboration étroite avec les enseignants du projet, mais on a rencontré les élèves aussi à différentes étapes de leur cheminement. Donc, et bon, j'ai parlé d'un cours d'histoire de secondaire 4 qui a été développé par le Récit, mais dans notre bassin d'enseignants, il y avait différents programmes aussi. C'était pas seulement secondaire 4 et c'était pas seulement ce cours-là. Donc, ce qui nous a, au fil de nos réflexions, nous a permis de comparer les différents dispositifs. Donc, on avait des élèves en secondaire 3 et 4 en histoire et en monde contemporain au fil des productions, pas des productions, au fil des années de collecte de données. Là, j'ai oublié de mettre à jour là, les productions, on en a beaucoup plus que 50 finalement. On a rassemblé euh, toutes les épreuves qui ont été réalisées dans le cadre de ces cours-là, et puis on a séparé, on est allé extraire des questions particulières qui avaient un intérêt pour nous. Donc, on va analyser, au final, quand ça va être terminé, c'est toujours en cours, mais on va analyser plus de 500 questions, plus de 500 réponses d'élèves à 90 questions différentes. Donc, on va avoir un bon bassin là, pour interpréter et pour se donner une idée des apprentissages spécifiques à l'histoire qui ont été réalisés par les élèves. Et bon, tout au long des 3 années, donc, on a eu 7 enseignants qui ont participé, qui intégraient une part variable de formation à distance dans leur enseignement. Il y avait plein de modes différents, mode asynchrone, mode synchrone, mode qu'on a appelé hybride. Donc, ça nous a permis à la fois d'explorer plein de milieux différents, mais aussi de constater qu'au Québec, il n'y avait pas une tradition stabilisée d'enseignement à distance. Bon, il faut dire que la première année de collecte de données était pendant la pandémie, mais même après ça, dans le fond, on a expérimenté différentes perspectives, différents niveaux d'intégration de la formation à distance. Et c'était intéressant pour nous de voir cette variété-là, mais justement, on constatait que bon, les façons de faire ne sont pas réellement stabilisées, parce que ce sont des enseignants qui, généralement, n'avaient pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans le contexte et avec les outils qu'ils avaient. Donc, j'entre dans les résultats. Ça se peut qu'il y ait certaines diapos où je passe un petit peu plus vite, là. Entre autres, ici, on a fait, à un moment donné, il est devenu important pour nous de faire une revue de littérature sur la motivation et l'engagement des élèves au primaire et au secondaire en formation à distance. Ce qui est important de savoir, c'est que presque toute la recherche sur la formation à distance se déroule auprès d'adultes. Et donc, on a très peu d'informations. On n'en a pas tant que ça, en fait. On a réalisé qu'il y en avait un petit peu plus qu'on pensait, mais il n'y a pas beaucoup de recherches, pour toute proportion à garder, qui ont été menées auprès d'élèves du primaire et du secondaire. C'est important parce que la relation que des adultes ont avec les cours de formation est très différente que la relation que des ados ou des jeunes enfants peuvent avoir avec l'école. À l'école, quand on est adolescent ou enfant, c'est obligatoire. Je n'ai pas vraiment le choix d'y être. Évidemment, ça peut arriver qu'on décroche, mais c'est pas c'est pas souvent la première option qui nous vient en tête. Tandis que des adultes, ils vont avoir des obligations, ils vont avoir des emplois, ils vont avoir un motif particulier d'amorcer un processus de formation qui dépend vraiment de leur choix la plupart du temps. Ça peut arriver que c'est imposé, mais bref, c'est pas la même chose. Donc,
C'est pour ça que ça nous a intéressés. On a remarqué, entre autres, que ben, les élèves, les recherches, dans le fond, sur la formation à distance auprès d'élèves ont vraiment connu une recrudescence pendant les années 2020, 21 et 22. Donc, évidemment, pendant la pandémie, parce qu'il y avait une masse critique d'élèves qui étaient dans cette situation-là et qu'on pouvait interroger, surveiller, examiner ces milieux-là. Et puis, vous voyez, dans la portion orange, fait état des recherches où le contexte de COVID est spécifiquement mentionné. Ce n'était pas notre cas à nous. On avait amorcé cette recherche-là. On l'avait planifiée avant le confinement. Donc, ça en fait partie, mais c'est pas, on n'a pas amorcé cette recherche-là pour se questionner sur les effets de la COVID. Il y aurait beaucoup plus de résultats, mais je vais plutôt vous amener sur les résultats plus concrets, là, mais on a cette revue de littérature-là. Et on a fait aussi une revue de littérature sur le concept de littératie historique pour bien se l'approprier, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ça. Ça, on voit ici au contraire que c'est un concept qui est utilisé depuis un certain nombre d'années. Il y a des variations dans un nombre d'années, mais il y a un mouvement très certainement dans le monde anglo-saxon pour se servir de ce concept-là, qui est vraiment axé, comme je disais tantôt, sur la lecture et l'écriture. Puis bon, on a tenté de faire des liens avec différents, d'autres concepts qui sont fréquemment utilisés en didactique de l'histoire, comme la pensée historienne, l'enquête, la méthode historique. Et donc, on a vu qu'il y avait certains concepts qui étaient centraux, mais que la littératie historique jetait un regard assez global sur ça, ce qui nous amenait à réfléchir sur le fait que c'était peut-être pas le concept le plus précis à utiliser pour examiner nos résultats. Donc, je pourrais revenir là-dessus tantôt. Donc, première étape sur les pratiques, sur les résultats empiriques de notre recherche. Donc, l'analyse du corpus, on a réalisé 12 entrevues avec des enseignants au fil des 3 ans. C'est des entrevues de fin d'année. On les rencontrait à plusieurs reprises pendant l'année pour travailler, pour envisager des stratégies, mais à la fin de l'année, on faisait un bilan. Et donc, ce qu'on voulait, c'était de s'interroger sur les changements de pratique et les raisons de ces changements. Est-ce que les enseignants font des changements dans leur pratique d'accompagnement à distance et pourquoi ils le font? Ça nous informait à la fois sur peut-être des réelles difficultés des élèves, mais surtout sur comment les enseignants exerçaient leur métier dans un contexte de formation à distance, comment ils étaient capables de, de- de diagnostiquer ou de percevoir les enjeux que les élèves vivaient. Donc, on a fait des entrevues, puis aussi, ils ont rempli un journal de bord où ils essayaient de répertorier du mieux qu'ils pouvaient. On leur demandait évidemment pas de remplir, de faire une entrée de journal de bord à chaque fois qu'ils posaient une action, mais ils en ont fait beaucoup. Euh, la première chose qui est sortie de ça, c'est que la majorité des actions que les enseignants posaient concernaient un seul élève. Donc, on serait dans un contexte où il y a un enseignement qui va avoir tendance à être plus individualisé, pour le meilleur et pour le pire, mais on était dans cette zone-là. Quand on leur a demandé d'identifier la source des actions, pourquoi ils ont entrepris des actions, bon, une certaine bonne proportion parlait du 39% en bas à gauche, un moment d'enseignement ou d'intervention prévue, donc 39%. Mais à l'inverse, donc une intervention à la suite d'une difficulté perçue chez un ou des élèves à 25%, et une intervention de l'enseignant à la suite d'une question d'un ou de plusieurs élèves, 23%. Donc, ça nous donnait une idée qu'une majorité d'actions sont menées dans une perspective de réponse à une perception de difficulté ou d'enjeu. Donc, un enseignement qui est peut-être un peu majoritairement réactif. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est toujours important de réagir lorsqu'on constate une situation et qu'on voit que les élèves peuvent avoir besoin de soutien. Mais ça nous a mis la puce à l'oreille de se dire il est peut-être plus difficile d'anticiper les enjeux ou les difficultés des élèves à distance parce que justement, il y a une plus grande distance, hein. Et donc, la façon d'exercer une présence peut être moins spontanée. Et donc, ça demande d'être plus délibéré dans nos actions. Voilà, donc ça, c'était une piste qu'on a explorée depuis le début, en fait. Je vais avancer, je vais sauter certaines diapos pour être sûr que je ne manque pas trop de temps. Euh, Dans les pratiques, donc quand on a questionné les enseignants, on leur a demandé, bon, il y a normalement 6 dimensions de l'accompagnement des élèves en formation à distance, donc technologique, socio-affective, motivationnelle, méthodologique, cognitive et métacognitive. Ce que vous voyez dans ce graphique-là, c'est la distinction entre la difficulté, la petite colonne plus de gauche, D, I, F, F, et les actions. Donc, on a demandé aux enseignants
qu'est-ce qu'ils percevaient comme difficulté chez les élèves et à la fois, on a essayé de répertorier les actions qu'ils nous nommaient. Et donc, des fois, on voit il y a un certain débalancement, en fait, surtout au niveau motivationnel et cognitif. Donc, les enseignants nous parlaient plus souvent de difficultés motivationnelles chez leurs élèves par rapport, et là, il y a une distinction entre, ils ont tenté certaines actions, mais pas en même proportion que les difficultés constatées. Et à l'inverse, ils ont posé des actions dans le champ de l'accompagnement cognitif beaucoup plus souvent que les difficultés qu'ils constataient. Alors là, ça nous ramène à l'idée d'être proactif. Puis au fil des années, ben, les enseignants aussi se sont adaptés, ont d'emblée changé la structure globale d'accompagnement pour dire, ben, je m'attends à ce que les élèves aient des enjeux plus motivationnels, donc je vais m'adapter. Mais donc, on voyait ce débalancement-là ici. Quand on leur a dit, quand on a essayé d'identifier des changements de pratique qui avaient été spécifiquement nommés, et on revenait à des choses comme ça. Donc, les difficultés motivationnelles, comme on veut parle, il n'y avait pas tant de changements que ça. Donc, le plus les changements de pratique étaient surtout dans le champ de la dimension technologique. Et donc, on percevait, et les enseignants nous en parlaient eux-mêmes, d'une certaine il y avait une certaine perception chez eux d'une difficulté à s'adapter, de ne pas savoir, de sentir que les élèves leur glissent entre les doigts du point de vue motivationnel, mais de ne pas être certain de quels sont les moyens que j'ai à ma disposition, les moyens efficaces pour agir sur cette dimension-là. Donc, il y avait quelque chose là et on peut soupçonner que, par exemple, en présence, le lien qu'on a avec les élèves se fait de manière beaucoup plus spontanée et personnelle. Ce qui est plus dur à faire à distance parce que tout doit être plus planifié, délibéré pour entrer en contact avec les élèves. Maintenant, du côté des élèves, je vais sauter cela pour vous amener, dans le fond, à des, euh, des éléments de motivation chez les élèves, qu'est-ce qu'ils nous ont décrit chez eux. Euh, donc, ce que vous voyez, la motivation des élèves dans le contexte de formation à distance par rapport au sentiment d'efficacité qui est auto-rapporté. Et donc, les élèves, quand ils se sentaient donc plus forts, ça veut dire que la motivation était plus forte en formation à distance. Chez les élèves qui, en même temps, rapportaient ils se sentaient, qui rapportaient des stratégies métacognitives et qui eux-mêmes adoptaient par l'élève, ça veut dire qu'ils adoptent des stratégies de travail eux-mêmes. Donc, ça, à la fois, l'agrégation, comme ça, l'agrégation numérique, ça veut dire que ces instances-là, ces occurrences-là se retrouvaient plus souvent ensemble dans les mêmes témoignages. Et donc, il y a comme un nœud là, on voit que des élèves il y a un groupe d'élèves qui est substantiel, en fait, là, dans ceux qu'on a rencontrés, qui se sentent à l'aise dans ça, en bonne partie parce qu'ils sont efficaces et qui se sentent efficaces dans leur méthode de travail. Donc, on soupçonne des élèves qui auraient un assez haut niveau d'autonomie. Et là, plus loin, ben, à part, on va voir des élèves, là, on va voir plus faibles. Donc, ils vont être. Donc, la motivation est plus faible. Ils se sentent un peu isolés, ils sont un peu à part du groupe, bien qu'ils soient minoritaires dans ce qu'on a constaté. Je vais avancer un petit peu plus vite aussi. Seulement pour dire ici, quand on a mis ensemble plusieurs codes, ben, on a ce groupe-là, dans le groupe en jaune pâle, qui est un peu isolé, qui sentent d'abord que la présence de l'enseignant est en deçà de leurs besoins, qui souffrent du manque de socialisation dans les cours à distance, et donc que leur motivation est plus faible en formation à distance. Donc, on voit qu'ils sont minoritaires, ce n'est pas la majorité des témoignages, mais il y a un groupe qui se sent comme ça. Toujours, bien évidemment, dans le cadre de ceux à qui on a parlé. Parce que si vous avez des ados à la maison, vous savez que ce n'est pas toujours évident d'entrer en communication avec des ados. Imaginez-vous quand on demande à des ados qui suivent un cours à distance de raconter leur vie à un monsieur qu'ils n'ont jamais rencontré. Donc, on peut soupçonner que les élèves qui étaient en plus grande détresse, qui avaient des difficultés plus grandes, n'ont pas toujours accepté de nous parler. Bref, ça fait partie des limites. C'est difficile à mesurer, en fait. Quelques petits extraits de témoignages, encore une fois, d'élèves. Quand on met tous les élèves ensemble, tous les témoignages, il y en a certains qui se détachent du lot, dont l'élève 401, euh, qui va, elle, cette personne-là, souffrir un peu plus de l'isolement, du manque de communication. Hein. C'est une élève qui suit tout son cheminement asynchrone en période de pandémie, contre son gré parce que un de ses parents a un problème de système immunitaire et donc ne peut pas courir le risque d'être en contact avec le virus. Et donc,
elle va nous parler, elle va nous dire, bon, ben, dans n'importe quel cours, on parle avec personne, c'est vraiment, tu dois écrire au prof. Et je trouve que c'est pas une méthode qui est cool pour ceux qui sont ultra occupés. Une méthode qui est cool pour ceux qui sont ultra occupés, mais c'est plate un peu parce qu'on pourrait avoir des meilleurs contacts. Donc, c'est l'élève qui nous dit, j'aimerais avoir plus de contacts à la fois avec d'autres élèves, mais aussi avec l'enseignant. Un autre type d'enjeu, donc, plus technologique d'accès au matériel. Mais, excusez-moi, ici, c'est pas l'accès au matériel, c'est un peu sur euh, le- l'omniprésence des exercices et du volet numérique des cours qui est resté après la pandémie chez des élèves qui suivaient un cours qu'on appelle hybride. Donc, il y avait une partie, c'est des élèves qui étaient dans des programmes particuliers et dans lesquels ils étaient appelés à condenser les cours réguliers. Et il y avait tout un volet numérique qui complétait ça. Et donc, les élèves se sentaient, certains élèves, pas tous, se sentaient que là, on arrive à la maison, on a fait notre journée bien remplie, puis là, on a encore d'autres exercices à faire. C'était comme si j'entendais presque un adulte me dire, ben, je suis toujours en train de travailler, même le soir, les fins de semaine. Pour eux, il y avait une fatigue qui prenait la forme du numérique dans ce cas-ci, parce que les exercices étaient numériques, mais qui était dans l'ordre de l'emploi du temps, d'avoir l'école qui est toujours un peu omniprésente. Et donc, certains élèves vivaient ça de cette façon-là, euh, l'hybridité, dans le fond. Et dans le même contexte d'hybridité, sur l'accès au matériel, excusez-moi, les deux se mélangent un peu. Le précédent aussi, c'était euh, c'est sûr que ça peut pas nuire les exercices numériques, mais pour les gens comme moi qui n'ont pas d'ordi, qui n'avaient rien, puis on disait que ça comptait. Donc, l'élève, en plus de sentir que c'est prenant, va dire, ben, moi, j'avais pas au début d'appareil numérique pour suivre, faire ces exercices-là. Et donc, c'était, euh, je me suis senti isolé parce qu'il fallait faire des choses numériques qui devenaient obligatoires. Celui qui parle plus du fait que ça sort de son emploi du temps, c'est cet élève-là. Donc, on a ces deux volets-là pour l'hybride, c'est-à-dire j'ai besoin de numérique et est-ce que c'était clair en commençant, quand je m'inscrivais au cours, au programme en concentré de musique, par exemple, que j'aurais des activités qui débordent du cadre scolaire et qui nécessitaient l'accès à des appareils numériques? C'était pas toujours clair pour eux, puis pour certains, c'était comme je dirais, comme une espèce de mauvaise surprise. Pour le côté didactique, là, je vais avancer un peu vite parce que j'ai beaucoup de diapos sur ça, mais je ne vais pas, pas passer trop de temps sur ça. On a fait une analyse, dans le fond, du cours. Et je dois dire que le cours, il est fait pour répondre très exactement aux attentes ministérielles en matière d'évaluation. Donc, il y a un cadre d'évaluation pour l'histoire du Québec et du Canada. Et les exercices, les évaluations de fin de chapitre étaient exactement dans le format ministériel pour l'examen d'histoire du secondaire 4 qui arrive à la fin du cheminement. L'autre chose, le récit avait pris soin justement d'intégrer plusieurs activités d'apprentissage qui sortent de ce cadre strict-là d'évaluation. Mais rapidement, l'enseignant qui donnait ce cours-là, et on était d'accord avec lui, constatait que le cours devenait long. Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, il s'est mis à proposer ces activités-là en complément pour ses élèves, en disant, ben, si tu veux les faire, ça va soutenir ton apprentissage, ça va t'aider, mais c'est facultatif. Les notes sont sur les évaluations de fin de chapitre. Donc, évidemment, très rapidement, les élèves ont seulement fait des évaluations de fin de chapitre. Et donc, ça crée une espèce un bocal un peu dans le vide où on dit, ben ça, c'est ce que ça donne si on ne faisait que les exercices pour répondre aux attentes ministérielles et qu'on n'avait pas des moments avec l'enseignant où on était pour apprendre de manière plus large, discuter, échanger, prendre le temps d'aller faire des recherches plus poussées sur des sujets. Et donc, ça donne une espèce de, comme si c'était le squelette du programme finalement, où l'enseignant intervient pas beaucoup, seulement pour donner de la rétroaction à gauche et à droite. Il soutenait les élèves très bien, mais le format autoportant appelait ça, dans le fond. Et donc, ça nous a amené à nous dire, ben, qu'est-ce que ça donne, un dispositif didactique qui est appliqué au sens un peu strict, sans un apport substantiel de l'enseignant. Et là, il y a plein d'informations. Dans le fond, je ne vais pas tout lire ça parce que j'arrive proche de la fin, je pense. Euh, Ce que ça va nous dire, dans le fond, c'est que, par exemple, quand je parlais tantôt d'enquête, le contrôle de la question, ben, sur les 90 questions, il est entièrement déterminé par le dispositif. C'est-à-dire que c'est le dispositif qui te pose une question. Donc, à l'inverse, ça veut dire qu'on ne soutient pas vraiment le fait que l'élève pourrait
réfléchir, se poser des questions et travailler sur ces questions-là. Il répond aux questions, il répond à la commande. J'ai des questions pour toi pour vérifier tes apprentissages. Tu réponds à ça. Donc, un cadre très, très scolaire. Euh, je vais faire ça parce que je vais arriver surtout à mes constats. Dans le fond, pour le dispositif, ça nous amène à dire, c'est que un dispositif comme ça, quand il est utilisé comme dans sa forme minimale, ben, ça se concentre sur les apprentissages scolaires qui sont dans un contexte bien précis de je lis des textes, je consulte des documents et je réponds à des questions d'histoire. La question que ça soulève, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire avec ces apprentissages-là après? Est-ce que je suis capable facilement de les sortir du cadre scolaire pour m'en servir dans d'autres situations, pour alimenter on parle beaucoup d'éducation à la citoyenneté, pour se servir de réinvestir ces apprentissages. Donc, ça, c'est la question que ça soulève, en fait. Et donc, j'arrive à trois constats globaux là, qu'on a trouvés, qu'on est arrivé en rédigeant le rapport, dans le fond. Un enjeu d'adaptation des pratiques en fonction des difficultés perçues. Donc, j'ai parlé du fait que les enseignants éprouvaient et nommaient eux-mêmes une difficulté à s'adapter ou à répondre efficacement aux difficultés qu'ils percevaient chez les élèves. Ça nous amène à dire ben, qu'il est nécessaire, vraiment important, si on continue de réfléchir et d'expérimenter avec la formation à distance, que les enseignants aient du temps et de l'accompagnement pour travailler sur cette modalité particulière qui n'est pas la même à laquelle ils sont habitués. Il y a peu d'expérience. Bon, il y a un récit national maintenant sur les services éducatifs à distance, mais cette expertise-là n'est pas très répandue. Et donc, la transposition entre l'enseignement en présence et à distance n'est pas automatique. Ça demande du travail. La majorité des élèves rencontrés affirmaient se sentir bien accompagnés dans le cours de FAD, mais une minorité éprouvait des difficultés de divers ordres. Donc, on a réalisé que c'était pire chez les élèves qui n'avaient pas choisi ce format-là, qui se retrouvent en formation à distance pendant la pandémie par nécessité, ou qui, dans des cours d'hybridation, réalisent après s'être engagé dans un processus de formation dans un programme spécial en musique ou en sport, dire, ouais, finalement, là, je réalise que c'est hybride, il y a beaucoup de temps personnel. Je n'avais pas compris que c'était exactement de cette façon-là. Et là, ça crée plus de friction et ça influençait négativement l'engagement et la motivation des élèves. Donc, ce que ça soulève comme préoccupation, c'est de dire, ben, si je place des élèves dans un contexte de formation à distance, si je leur propose ça, c'est parce que je sais qu'ils vont bien réagir à ça et que ça répond à leurs besoins, à leurs attentes. Et pas d'utiliser la formation à distance. Ça a été le cas pendant la pandémie parce que c'était le chaos un peu, mais pas utiliser la formation à distance comme un pansement sur des problèmes administratifs ou de formation de groupe, hein. C'est une modalité qui est très différente et qui n'est pas adaptée à tout le monde. Et ben, les cours autoportants qui visent des apprentissages essentiels, j'ai écrit minimum, ben, ça montre, en fait, ça montre un peu par le négatif toute la part de l'enseignement, de l'enseignant qui est en classe, qui est en contact avec les élèves. Si c'est autoportant, ben là, on va répondre à des questions, puis on va viser de répondre uniquement à des attentes ministérielles d'évaluation. Et là, ça laisse moins de place à l'apprentissage en général, à l'expérience de mener une enquête, de discuter, d'échanger avec l'enseignant, avec les élèves. Donc, ça réduit au minimum. Donc, même si un élève réussit très bien ce cours-là, ce qu'il a réussi, c'est quelque chose qui est un petit peu, je dirais, dans un bocal, hein, quelque chose qui est plus limité. Donc, il existe certainement la formule de formation à distance où l'enseignant serait plus présent, serait très actif. Même le cours qu'on a examiné pendant ça ouvrait cet espace-là, mais la force des choses, le temps, la charge de travail a fait qu'on est rapidement diminué au minimum. Et à notre avis, ça générait des apprentissages plus limités. Alors voilà, merci. Merci à vous. Je crois qu'on serait déjà au mot de conclusion. Moi, je dirais déjà, je vais céder les dernières paroles à Audrey, mais je veux juste vous remercier pour cette journée, de nous avoir accueillis, en fait, pour la journée du numérique en éducation, pour l'animation également. Puis je remercie nos chercheuses, nos chercheurs qui ont été parmi nous, qui nous ont présenté des recherches très riches, puis qu'on a pu suivre hein, pendant plusieurs années. Donc ça, c'est très précieux pour nous. Je rappelle, vous allez trouver les rapports de recherche sur Internet, l'enregistrement aussi. On va vous transmettre également leur PowerPoint. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez toutes les données là, qu'on a passées rapidement plus en détail.
Donc voilà les derniers mots à Audrey. Merci beaucoup. Ben, au nom du ministère de l'Éducation, je remercie Karine, je remercie Samia pour l'organisation, pour l'animation et l'organisation en fait de l'activité d'aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier mes collègues de la Direction du développement de la culture numérique, la DDCN, qui ont organisé la journée du numérique en éducation et tout particulièrement Julie Michel qui qui a eu un rôle très important dans la journée d'aujourd'hui. Je veux aussi remercier chaleureusement M. Villeneuve, Mme Morin, M. Lannoy qui est avec nous en ce moment et vos équipes respectives pour la grande générosité, pour le partage des résultats de votre projet de recherche aujourd'hui, pour le suivi que vous nous avez fait aussi au courant de la recherche. Je suis convaincue que les travaux vont avoir des retombées concrètes autant au ministère que dans le réseau. Et mille merci aux participants qui ont été avec nous aujourd'hui. Votre présence ici, ça témoigne vraiment d'un réel intérêt pour la recherche en éducation. Je salue votre curiosité et votre engagement pour la réussite des élèves. Et finalement, j'en profite pour vous mentionner que, en plus des activités de transfert comme celle d'aujourd'hui, il y a des outils de vulgarisation, des résultats de recherche qui ont été financés par le ministère, qui sont disponibles puis qui sont offerts gratuitement. Donc, si vous voulez avoir ces outils-là, être informé des nouveaux outils et des nouvelles activités de transfert qui s'en viennent, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui s'appelle Infotransfert. Donc, le lien d'abonnement va vous être transmis dans la conversation. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à penser à ce que vous avez retenu des présentations de ce matin, à amorcer différentes actions qui sont peut-être possibles dans vos milieux respectifs, comment qu'elles vont être utiles, en parler aussi à vos collègues. Donc, je vous remercie encore une fois.